Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 9 mai 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et en ce lundi 9 mai, globalement, les marchés débutent la semaine dans le rouge, que ce soit en Europe, mais aussi sur les contrats futurs actuellement américains. Le Nasdaq, lui, perd déjà quasiment un peu plus de 2%. Donc des marchés toujours sous pression, freinés, comme vous le savez, par le resserrement de la politique monétaire de la Fed et la hausse fulgurante et sans faille des rendements obligataires. Par ailleurs, la semaine dernière, on attendait justement un catalyseur important, à savoir le rapport mensuel sur l'emploi américain. Et ça n'a pas suffi, en tout cas, à relancer les indices et à permettre un rebond. Derrière, on a quand même clôturé en baisse, des investisseurs se montrant toujours inquiets à l'idée d'une hausse des rendements du Trésor et aussi à la perspective de nouvelles hausses des taux de la Fed. Pour rappel, des investisseurs qui sont sceptiques sur la feuille de route de la Fed, sur la feuille de route à venir, concernant une hausse de taux de 50 points de base au mois de juin. Beaucoup d'opérateurs tablent, même si Jérôme Powell a écarté cette hypothèse, mais actuellement, des opérateurs price quand même une hausse de taux de 75 points de base pour le mois de juin. Donc ça aussi, ça crée des tensions sur les marchés. Maintenant, les chiffres publiés vendredi par le département du travail montrent quand même que l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en avril. Le taux de chômage est plutôt bon, j'ai envie de dire même excellent, puisqu'il s'est établi à 3,6% en avril, comme le mois précédent, mais d'abord séduit par les 428 000 créations de postes en avril, soit mieux qu'attendu, les investisseurs y ont ensuite vu des éléments moins encourageants, dont la révision en baisse de 39 000 postes pour le mois de mars, qui a ainsi tempéré finalement le chiffre d'avril. Par ailleurs, euh, les opérateurs se sont aussi inquiétés d'un léger tassement du taux de participation de la population active, alors justement que le marché de l'emploi est déjà très tendu. Donc finalement, un rapport sur l'emploi un peu mi-figue, mi-raisin, qui n'a pas suffi à rassurer les opérateurs pour permettre un rebond derrière. Maintenant, euh, la toile de fond, elle, reste inchangée. Euh, on le voit ce matin, on évolue en baisse, des craintes toujours liées à l'inflation, à la politique monétaire, à la guerre en Ukraine et à la crise sanitaire en Chine. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui restent au premier plan sur les marchés financiers mondiaux. Maintenant, la semaine qui s'ouvre, on a pas mal de données macro importantes à surveiller, notamment mercredi par la publication des chiffres mensuels des prêts à la consommation aux États-Unis, qui ne manqueront pas forcément d'alimenter les débats sur le rythme de relèvement de taux de la Fed. Donc effectivement, actuellement, on a une inflation à 8,4%. Et les chiffres qui sont censés être publiés mercredi, le consensus table sur une inflation à 8,1%. Donc, pic de l'inflation atteint en avril. Donc derrière, si c'est le cas, effectivement, ça va offrir un véritable bol d'air frais au marché à court terme et enfin on aura euh, potentiellement des indices qui vont reprendre de la hauteur. Sinon, auquel cas, si au lieu d'avoir 8,1, on a 8,4 et même 8,6, ça dépasse les attentes très largement, alors là, grosse pression sur les marchés et à mon avis, la purge devrait continuer, notamment sur les valeurs de croissance. Maintenant, la perspective d'un resserrement monétaire agressif aux États-Unis influence aussi les marchés obligataires, notamment les 10 ans américains. Et là, les rendements des bons du Trésor à 10 ans
gagne quand même plus de 5 points de base ce matin. On est monté à 3,18%, au plus haut depuis novembre 2018, et son équivalent allemand a atteint son plus haut niveau depuis août 2014 à 1,16%. Donc forcément, euh, plus les rendements des bons du trésor vont continuer de grimper, plus on aura des marchés sous pression. Pareil, il nous faut ici une accalmie sur les taux pour permettre au marché de reprendre un peu des couleurs. Maintenant aussi, on a les préoccupations sur l'impact de la crise du Covid-19 en Chine. Et ce phénomène finalement s'accentue puisque ce week-end, les autorités de Shanghai ont durci les restrictions sanitaires par crainte d'un rebond des infections. Donc là, pareil, sur le plan sanitaire, pour l'instant, euh, ça ne semble pas s'améliorer en Chine et donc crainte sur le ralentissement économique à venir pour le pays et aussi un ralentissement économique mondial. Donc pour l'instant, des données un peu en berne, que ce soit sur le plan sanitaire ou notamment les taux, reste à savoir ce que va donner les chiffres mensuels des prêts à la consommation aux États-Unis mercredi, car là, effectivement, ça va être quitte ou double pour les marchés. Mais cet élément-là, si effectivement, comme je vous le disais, on parvient à avoir un pic de l'inflation, à mon avis, les marchés devraient quand même saluer ces statistiques et derrière revoir peut-être la feuille de route de la Fed. Car effectivement, pour l'instant, les marchés se montrent ultra pessimistes et tapent toujours sur plusieurs hausses de taux à venir. Mais si pic de l'inflation atteint, alors peut-être que la Fed ne sera pas obligée de se montrer aussi agressive que prévu. Ici, la bulle se dégonfle petit à petit. C'est une bonne chose. On était monté un peu haut, un peu vite, un peu fort durant 2020-2021, boosté la capitalisation boursière mondiale par des injections pharaoniques de liquidités. Maintenant, les banques centrales sont amenées à se retirer. Donc, resserrement monétaire, qui dit resserrement monétaire dit réduction du bilan. Et par le passé, je vous avais montré plusieurs graphiques en vous disant, regardez, le S&P 500 évolue en tandem avec les liquidités. Donc là, on parle de réduction du bilan, des banquiers centraux qui commencent doucement à se retirer, et forcément, déjà inquiets par le relèvement des taux et le risque de récession, moins de liquidités sur les marchés, mettent globalement l'ensemble des indices sous pression. Donc là, la semaine dernière, on a encore perdu 2000 milliards de capitalisation boursière. La bulle technologique continue à se dégonfler. Le Nasdaq perd plus de 25% depuis le début de l'année. Les investisseurs ont un peu du mal quand même à digérer la première hausse de taux de 50 points de base de la Fed en 20 ans. Et, comme je vous le disais, surtout la hausse fulgurante des rendements obligataires. Donc là, forcément, un mauvais cocktail pour les marchés qui font que on creuse nos pertes et on pourra aller plus bas si on n'a pas une amélioration assez rapidement sur les marchés. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que, ici, j'évoquais avec vous potentiellement une correction en ABC si on cassait le support. Ici, un peu comme sur le Nasdaq, finalement, on a fait une première jambe de baisse, on est remonté, et là on attaque la deuxième jambe de baisse. Donc on est vraiment sur une correction du type ABC sur les marchés. À mon avis, on pourrait retomber un peu plus bas en direction des 100 000 milliards de dollars. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des actions vaut désormais justement environ 103 000 milliards de dollars, soit quand même 122% du PIB mondial. Et ça, on reste quand même assez haut. Rappelez-vous, je vous avais présenté aussi l'indicateur de Warren Buffett, la capitalisation boursière par rapport au PIB mondial. On était monté à 140% du PIB mondial. Là, on est redescendu à 122%. Donc on reste quand même sur des niveaux de valorisation encore élevés. On a des belles bulles qui ont quand même bien dégonflé. Que ce soit sur certaines actions, Netflix, PayPal, Shopify, pas mal de tech. Donc
et des SPACs aussi, qui ont quand même bien dégonflé. Mais globalement, si on devrait prendre l'ensemble du marché, euh, donc la capitalisation boursière mondiale, vous voyez qu'on est quand même toujours sur des niveaux élevés. Alors, 122% du PIB mondial, Warren Buffett, enfin du moins l'indicateur de Warren Buffett, estime qu'au-dessus de 100% du PIB mondial, les marchés rentrent en territoire de bulle. Donc, ce qui était le cas, on est monté à 140%, on est toujours à 122%. Donc à mon avis, il y a encore de la place pour corriger et aller chercher une dernière jambe de baisse avant potentiellement de se stabiliser et de repartir à court terme. Bien évidemment, difficile de prévoir si on va avoir un creux de marché, rebond, et derrière finalement le marché va doucement repartir, ou rebond de court terme avant d'aller chercher un niveau un peu plus bas ici, vous voyez, vers les anciens sommets de 2020 aux alentours de 90 000 milliards de dollars. Maintenant, on a toujours pas mal de volatilité sur les marchés. Euh, je le redis, mais la volatilité reste un atout indéniable pour les traders, très clairement, notamment les traders en intraday. Maintenant, force est de constater qu'on a des marchés toujours sous pression. Bien évidemment, on a une vol assez importante sur l'indice Nasdaq. En même temps, c'est l'indice qui sous-performe depuis le début de l'année. On a un indice qui perd plus de 25%, quasiment 25%, alors que le S&P, lui, par exemple, perd 14%. Donc forcément, des investisseurs un peu plus nerveux sur les valeurs technologiques, les valeurs de croissance. Vous voyez qu'ici, la volatilité reste quand même élevée, on est à 34, et sur l'ensemble du marché, on est quand même sur des niveaux pareils, je trouve, assez élevés, mais on n'est pas non plus en extrême peur. Voilà, on est dans une situation de peur sur les marchés actuellement, effectivement. 30 pour moi, c'est un niveau clé. Bon, 30-35, voilà, on est dans des marchés complaisants, j'ai envie de dire, et en limite un peu parfois euphorique lorsqu'on passe euh, sous la barre peut-être pas des 10, mais qu'on arrive vers les 15. Vous voyez ici, généralement on va rarement sous les 10, mais bon, c'est un marché assez stable, qui se sent en confiance. Dès qu'on commence à monter au-dessus des 20, là, début de crainte, début de peur, et 30-35, vous voyez qu'à chaque fois, les excès qu'on a eu en blanc, on est monté aux alentours des 35. Voilà, on a fait un pic ici, là c'est quand les marchés ont commencé à chuter une première fois, lorsque la Fed a annoncé qu'elle commençait à relever ses taux. Là, c'était fin décembre, pareil, quand les marchés n'ont pas réussi à encaisser la troisième hausse de taux, le marché a décroché, ici, fin 2018, derrière, même ici, pardon, fin 2018 plutôt, les marchés ont décroché violemment, on est monté à 35-40, et derrière, Jérôme Powell a annoncé faire volte-face et dire qu'il n'y aura pas de hausse de taux en 2019. Et là, on a sorti le champagne, et derrière, les marchés nous ont fait un joli V-bottom. Donc là, on est vraiment sur des niveaux clés, pareil, sur le VIX, je trouve. Il ne faudrait pas qu'on s'envole un peu plus, surtout qu'on dépasse les 35, les 40, sinon on rentrerait vraiment en territoire d'extrême peur, et là, euh, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle jambe de baisse, et que les marchés finalement finissent par capituler, et derrière qu'on ait une dégringolade un peu plus profonde. Donc un VIX toujours nerveux, sous pression, mais pour moi les gros niveaux clés sont encore préservés, ce qui fait qu'on n'est pas entré, selon moi, encore en territoire d'extrême peur sur l'ensemble des marchés financiers. Le CAC, j'évoquais avec vous un plan la semaine dernière, notamment si on avait une clôture, euh, si la clôture hebdo n'était pas confirmée à l'intérieur de ce canal, c'était de chercher des ventes pour aller chercher les 6150. Bon, peut-être que certains ont tenté les ventes vendredi, d'autres à l'ouverture ce matin, mais là j'estime qu'on a atteint un niveau clé. Je me montre un peu plus prudent maintenant sur les ventes. J'estime qu'on a tout simplement... Voilà, j'ai mal prise.
Elle est ici, voilà. On a notre zone. Hop, voilà. Sommet de 2007-2008, sommet de 2020. Donc là, les prix qui tentent vraiment de sortir par le bas du nuage. Bon, Chikou, effectivement, il y a de la place. Il n'est pas encore venu taper le bas du nuage, mais on est sur une zone. Pour l'instant, on est sur une zone. Donc, attention sur les ventes. Si vous étiez vendeur, au contraire, pensez à vous payer. La zone elle est un peu plus large, jusqu'à 6105. Là, j'ai juste pris les mèches. Je pourrais l'élargir un peu, à mon sens. Je vais prendre 6100 même. On va la mettre en vert. Voilà. Donc voilà notre zone actuellement. 6100, 6150. Donc pour moi, celles et ceux qui étaient vendeurs depuis ce matin ou depuis la semaine dernière, prenez des bénéfices. On est sur un gros niveau. Un niveau intéressant pour moi pour chercher un rebond, mais trop tôt, encore une fois. Dans le sens où, pour l'instant, on a quand même une belle séance baissière. On peut avoir un rebond cet après-midi, surtout quand je vois la tête des futurs américains. On va ouvrir avec un gros gap baissier, donc je ne serais pas étonné qu'on ait un contre-pied des investisseurs américains cet après-midi. Donc là, à surveiller, en tout cas, plutôt penser à s'alléger sur cette zone. Effectivement, si on brise la zone, je viserai 5955. Oui, 5955. Voilà, c'est un niveau, le comblement de ce gap, au moins les 6000 points. Donc effectivement, voilà, le flux baissier devrait s'accentuer si on brise cette zone en clôture. On a un petit niveau clé sympa à aller chercher ici, les 6000 points. Pour les vendeurs, effectivement, payez-vous, abaissez vos stops et voyez s'il y a une réaction positive ou non sur cette zone. Si on continue à empiler les bougies rouges, l'objectif c'est d'aller chercher les 6000 points. Maintenant, si d'ici cet après-midi, on a une réaction au fond du marché, on a un beau chandelier 15 minutes, voire même horaire dans notre zone, un avalement haussier, dans ce cas-là, pourquoi pas mettre en place un plan de trading à l'achat pour venir chercher un rebond technique sur ce marché. Voilà le plan de la semaine pour moi sur le CAC 40. Et effectivement, on a une belle divergence qui est quand même en formation ici. On n'est pas passé au-dessus de 50. Donc là, on est en train de former une grosse divergence. Pour l'instant, donné 15 minutes, j'ai strictement rien. J'ai pas de bougie de retournement. À voir si on valide la divergence ou beau chandelier de retournement sur cette zone. Dans ce cas-là, on pourrait confirmer la divergence derrière et permettre un rebond technique dans un premier temps. Voilà le plan. Je ne parle pas forcément de reprise haussière, mais de rebond technique pour essayer d'aller chercher la MM50 ici, pourquoi pas les 6310 points. Ce serait le plan à surveiller à l'achat. Maintenant, si on poursuit cette dégringolade et qu'on clôture sous la zone, alors il faudra continuer à chercher des ventes dans le sens du flux pour aller chercher les 6000 points et le gap laissé ouvert. Le DAX, c'est pareil. Vous voyez, on est un peu sur cette divergence-là aussi en donné 15 minutes. Elle n'est pas validée. Et je n'ai pas non plus des signaux de retournement nous invitant très clairement à payer maintenant. Donc pour l'instant, on prend notre mal en patience, on note des éléments encourageants, mais c'est encore un peu tôt selon moi. Si je bascule en données hebdo, on a une zone effectivement qui est intéressante, une zone intermédiaire. Je l'avais noté celle-là, on a vu quand même une belle réaction du marché, elle est un peu plus haute même. Voilà. Les sommets de 2017, pardon. Ici, vous voyez qu'on avait quand même bien travaillé, presque les 38,2. Je vais supprimer et recadrer. Voilà, ce sera plus propre. Donc là, on a une belle zone. 13 460, 13 340. Donc effectivement, on est dans une belle zone hebdomadaire. On tente quand même de sortir par le bas de ce canal. Est-ce que
Si je le réajuste un peu, c'est limite. À voir si on tente de réajuster ce canal en prenant le point ici. Bon, on est sur un niveau, un peu comme sur le CAC, vous voyez. On est quand même sur une zone, donc pareil pour les vendeurs. Bon, plutôt s'alléger, abaisser les stops, chercher à se payer sur cette zone. Et effectivement, même constat que sur le CAC 40. Si on est amené à casser cette zone, forcément, eh bien, rester en place pour les vendeurs. On devrait logiquement aller combler le gap qui est juste ici. Donc il y a quand même 400 points de plus à aller chercher sur l'indice allemand. Donc c'est pas rien. Mais effectivement, on est sur une zone clé comme sur le CAC. Donc maintenant, à surveiller si dans les prochaines heures, à l'ouverture cet après-midi, on a une réaction positive du marché sur ce niveau. Auquel cas, le plan reste le même. Tenter un achat, un stop loss sous le bas de la zone et viser un retour en direction des 13 800 en cas de signal de retournement encore une fois. Là en données horaires, pour l'instant, j'ai rien du tout. En données 15 minutes, c'est la même chose, on est juste sur une zone. Donc à surveiller. Et si d'ici ce soir, on empile les bougies rouges et on casse, dans ce cas-là, les vendeurs continuer de travailler à la vente. Et l'objectif, ce sera d'aller chercher le comblement de ce gap par ici. Le Dow Jones, sur le fil du rasoir. Dans le sens où, de retour sur la borne basse de notre porte-voix, de notre range. Et donc ici, maintenant, on est bien dans le rouge sur les futurs. Reste à savoir si on va se faire un gap baissier derrière, énorme contre-pied, on préserve. Donc dans ce cas-là, on cherchera des achats. Sinon, accélération pour aller chercher la borne basse de notre canal baissier. Voilà, là, on est vraiment à la croisée des chemins. Effectivement, si on doit casser ce niveau, je viserai la borne basse de notre canal. Donc 31 700 points. Là, si je bascule en données daily, vous voyez que pour l'instant c'est bon, c'est préservé, certes, mais on va ouvrir avec un gap baissier. Donc, tout dépend de l'endroit où on ouvre. On peut se faire une grosse frayeur, gap baissier et bien remonté. Donc auquel cas, si on préserve ce niveau, eh bien, le range est préservé. Il faudra continuer à travailler ce range. Ma foi, si on clôture sous ce range, eh bien, votre canal, il est ici. Voilà. Ce sera d'aller chercher le bas de canal, par ici. Effectivement, quand on regarde les futurs, pour l'instant, c'est pas top. On perd quand même plus d'1,5% sur les futurs. Mais je ne déclencherai pas de plan à la vente avant l'ouverture à 15h30. Car là, on peut très bien faire un énorme gap baissier. Vous voyez, on est sur support ici. On a un très beau support. Si c'est payé à l'ouverture parce que le gap est un peu trop violent, on peut avoir un énorme contre-pied. Et derrière, on n'est pas à l'abri d'un chandelier de retournement. Vous voyez? Donc pour l'instant, pas de précipitation. En tout cas à la vente. Celles et ceux qui veulent tenter un achat en se disant que le gap va être comblé, et bien dans ce cas-là, effectivement le stop est pas cher, mais attendez au moins un chandelier de retournement en 15 minutes ou en horaire. Je vous l'accorde, on est sur zone. Je vais plutôt passer à données daily. On est sur un niveau de support intermédiaire. On va ouvrir avec un gros gap baissier. Effectivement, on peut le combler partiellement. On va peut-être pas le combler complètement, mais à mon avis, on va combler partiellement ce gap. Et donc là, le fait qu'on soit sur un beau niveau de support actuellement, ça peut être tentant de tenter un achat, mais à condition d'avoir une bougie de retournement. Et là, pour l'instant, même constat que sur le CAC, le DAX, en données horaires aux 15 minutes, c'est un peu timide, très clairement. Mais si d'ici là, chandelier de retournement intéressant, le stop n'est pas cher pour venir combler partiellement ce gap. Et si derrière, grosse réintégration du range, eh bien, il faudra surveiller aussi la clôture de ce chandelier, car potentiellement,
le marché pourrait réintégrer et former un chantier de retournement sur la borne de base de ce range. Et là, on est peut-être juste dans de l'excès baissier. Donc, pas de précipitation, je le rappelle. Celles et ceux qui veulent tenter un achat, attendez avant l'ouverture un chantier de retournement. Sinon, on attend l'ouverture à 15h30 pour voir comment les investisseurs américains, eux, vont se positionner. Et on n'est pas à l'abri justement d'un énorme contre-pied, comme c'est souvent le cas, à l'ouverture. Le Forex, pas grand chose à dire. L'euro qui me démange un peu quand même. Presque envie d'être acheteur toujours sur cette zone. On est dans un range en fait. Vous voyez, on a notre range ici, ça tient. Je trouve qu'on a une belle stabilisation et ça peut être tentant de tenter un achat. Malheureusement, c'est un peu fébrile, je vous l'accorde. Après, le range 4 heures a l'air de tenir. Et là, on était... C'est un peu léger, le chantier de retournement ici est un peu léger. Je trouve que le ratio n'est pas top pour rentrer. Placer un achat ici, un stop loss là, pour viser seulement le haut du range. Le ratio n'est pas très bon. C'est ça qui m'embête un peu. Mais effectivement, on est toujours dans ce range de consolidation. Le niveau mensuel tient pour l'instant. Vous voyez, hein, juste ici, on a un gros niveau mensuel. Et forcément, tant que je n'ai pas de clôture sous ce niveau, je suis toujours intéressé pour payer l'euro-dollar. Je le trouve très éloigné de la Tenkan. Je ne parle pas d'une reprise haussière, mais au moins un rebond pour aller chercher les 1,0630. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je ne vendrai absolument pas l'euro-dollar tant qu'il n'a pas cassé la zone. Pour moi, on a un trop gros support ici, donc pas envie de chercher des ventes, très clairement, mais plutôt des achats. Après, je pense qu'il faut travailler le plus près possible ce bas de range. Voilà. Pour avoir un meilleur point d'entrée. Car là, payer ici, stop loss là, ça fait à peine un ratio de 1 pour 1. C'est pas fameux. C'est pas fameux dans un marché compliqué. Mieux vaut optimiser notre ratio risque-reward et avoir au moins des 1 pour 2 ou des 1 pour 3. Mais plutôt haussier pour ma part sur l'euro-dollar à court terme. Pas envie de vendre, on est sur une zone, elle tient. Donc, tant que j'ai pas d'incursion, je ne cherche pas de vendre. Plutôt des achats, mais essayez d'affiner votre ratio risk-reward pour optimiser le rebond potentiellement à venir derrière. Le GBP USD, pareil. L'idéal selon moi reste la zone des 1,2130. Comme vous le savez, 1,2150, 1,2070. C'est notre zone. Une nouvelle fois. Voilà, juste ici. Une zone mensuelle. Donc, grosse zone. Donc l'idéal pour moi, ce serait d'avoir un retour ici pour enfin chercher un achat et viser l'ancien support devenu résistance. Maintenant, à court terme, je trouve encore que c'est un peu tôt pour se positionner. Néanmoins, je guette quand même la divergence haussière. Voilà. On a quand même un début de divergence. Elle n'est pas validée. C'est le seul élément haussier intéressant pour l'instant. Donc, si elle se valide, faudrait qu'elle se valide en cassant ce niveau. Car si cette divergence est validée sous notre zone, c'est pas bon. On pourra pas. Enfin, je vais supprimer rentrer en trop. On pourra pas rentrer en position. Malheureusement, on pourra pas mettre en place un plan de trading avec des prix, un RSI qui confirme la divergence haussière, mais des prix sous résistance. Voilà, la condition pour moi, ce serait de casser la Tenkan et de réintégrer la zone. Dans ce cas-là, effectivement, la divergence est valide, on pourra tenter un plan à l'achat. Et si on valide cette divergence, on rebondit, on est sous la zone, il faudra laisser tomber. Il ne faudra pas prendre cette divergence, car à mon avis, la probabilité de succès risque d'être assez faible, étant donné que les prix seront sous
résistance. Donc voilà des petits conseils vraiment à ne pas négliger. Là, effectivement, l'avalement 4 heures ici est intéressant. On n'a pas de divergence. Bon, on est un peu au milieu de nulle part. Si ça se confirme, on pourrait venir chercher la MM50 et venir chercher la Kijun et la MM50. Bon, à suivre. Je surveille surtout la divergence daily ou retour sur la zone d'ici la fin de la semaine. Sinon, une vente, si on a un simple rebond technique mais qui manque de carburant, qui n'est pas convaincant, je pense qu'il faudra de nouveau chercher une vente ici, sur ce niveau. Voilà. Laisser le rebond et vendre le rebond technique sur cette zone pour aller chercher plus bas derrière. L'AUD-USD, pareil, on est sur une belle zone hebdomadaire. En fait, le Forex, les indices, je note en ce début de semaine qu'on est sur des gros niveaux. Voilà, on est venu chercher des gros niveaux. Là, vous le voyez très clairement ici, on a une magnifique zone de polarité. Une fois, deux fois, ici cassé, rebond, 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 et on la travaille de nouveau. Donc, effectivement, un niveau, une nouvelle fois, intéressant pour chercher des achats. Sur signal technique de retournement, encore une fois. Car derrière, si on casse ce niveau, je pense qu'on peut plutôt mettre en place un plan vendeur et aller chercher un peu plus bas. Pour l'heure, on a fait une belle dégringolade. On est venu tester, on est revenu sur notre zone de polarité vers les 0,70, donc le seuil un peu psychologique. Maintenant, encore une fois, pas de précipitation. J'ai pas de changement de retournement. Vous voyez, pour l'instant, on a une belle bougie flux, belle bougie baissière. Je ne vais pas m'aventurer dans un plan à l'achat. Mais si c'est le cas, voilà, le stop loss devra se placer ici, sous les plus bas de cette mèche. Donc là, pour moi, c'est un plan que je vais surveiller cette semaine sur l'AUD. Mais pour l'heure, que ce soit en données 4 heures daily, même horaire, c'est baissier. Donc pas de précipitation. Si ça casse, au contraire, je pense mettre en place un plan baissier sur cette paire. Mais là, j'estime qu'après une telle dégringolade, je m'attends à une réaction du marché. Au moins un rebond technique avant de casser. Donc, en tout cas, c'est mon scénario. Je peux me tromper, encore une fois. Mais on est sur une zone, par conséquent, c'est pas le moment de vendre cette zone. Très clairement. Pour continuer les ventes, il faudra attendre la cassure. Maintenant, voilà, je regarde si on n'a pas un beau chantier de retournement qui pourrait se dessiner dans les prochaines heures ou les prochains jours sur ce niveau. Auquel cas, un stop loss par ici pour viser un simple rebond technique dans un premier temps. Voilà le plan de la semaine sur l'AUD USD. Le gold sous pression. Là pour le coup, on a toujours l'environnement et la conjoncture économique n'est pas top. Surtout avec la hausse du taux à 10 ans qui a atteint quand même 3,15, 3,16% ce matin. Et le niveau de stop est placé ici. Comme toujours. Faudrait une accalmie sur les taux, très clairement, pour permettre à l'once d'or de rebondir. Mercredi, on a une donnée clé. Là, pareil, à surveiller. On devrait avoir une belle réaction sur le métal jaune. Pour l'instant, bon, ça retombe. Proche de notre oblique haussière. Vous voyez ici, la MM50 qui est pas loin. Bon, on n'est pas à l'abri d'un excès sur mèche pour venir taper la MM50 et le bas de l'oblique. Bon, pour l'instant, je garde notre plan sur le gold, de toute façon.
On a vu un beau départ en début de semaine dernière, finalement ça retombe, normal quand on voit l'envolée des rendements obligataires. Mais encore une fois, le pire n'est pas certain. Je trouve que l'or résiste plutôt bien et malgré euh, une envolée des rendements obligataires, l'once d'or est toujours positif sur l'année. Donc ça c'est quand même un bon point. Donc effectivement, si les chiffres de l'inflation euh, montrent qu'on a un pic, à mon avis, ça devrait se détendre sur les taux derrière. Et donc profiter à l'once d'or. Par conséquent, pour l'instant, pas grand chose à dire. J'espère juste que le stop ne va pas être tapé d'ici mercredi. Mais à mon avis, les chiffres euh, des prêts à la consommation qui vont être publiés mercredi à 14h30 donneront très clairement le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel sur l'ensemble des métaux précieux. Et donc là, pour l'heure, bon, j'aimerais qu'on ait jusqu'à mercredi une phase de consolidation dans un range, comme ici. Et pourquoi pas même faire un double creux derrière. Donc à surveiller. Et si certains cherchent de nouveau des achats, eh bien, surveillez la borne basse, les 1850, chandelier de retournement et le stop loss, même constat, est à placer ici, sous les 1845 dollars. Mais à mon avis, je ne m'attends pas à de gros mouvements sur le métal jaune. Enfin, à mon avis, on aura surtout un départ de flux mercredi après les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Le Brent retombe forcément, pénalisé par les restrictions en Chine, notamment les nouvelles restrictions à Shanghai. Bon, la sortie de triangle reste belle, le plan est toujours en place. Là, ce qui me dérange effectivement, c'est l'avalement baissier qu'on est en train de former. Bon, le stop loss est assez large par ici, mais effectivement, on a quand même un avalement baissier qui est en train de se former ici, qui me plaît moyen. Bon, j'attends de voir la clôture d'ici ce soir. Si on préserve la M50 et la Tenkan, c'est toujours bon. Après, on peut très bien faire aussi un pullback avant de repartir. Mais je vous disais la semaine dernière que l'idéal serait quand même d'attendre la cassure des 114,55 pour mettre le stop loss ABE. Voilà, en cas de cassure de ce niveau, stop loss ABE, on est serein et l'objectif serait toujours d'aller chercher les 121,60 en TP1 et 130 en TP2. Mais là, pour l'instant, effectivement, les annonces en Chine ont un peu plombé le marché pétrolier, forcément. Crainte de ralentissement sur la demande. Et la séance du jour, le chandelier n'est pas très plaisant, très clairement. À suivre en clôture, en données 4 heures, on est toujours dans un canal haussier. Peut-être qu'on peut venir chercher, prendre appui sur le bas de canal avant de repartir. Donc effectivement, je reverrai peut-être ma copie si la MM50 ici est enfoncée et qu'on a une sortie par le bas du canal. Et pour l'heure, voilà, je reste toujours dans un plan à l'achat sur le Brent, le stop loss placé ici, et l'idéal, c'est de franchir les 114,55 pour se mettre à break-even. Là, logiquement, je pense que celles et ceux qui ont réussi à affiner un peu leur point d'entrée sont flat actuellement. Donc, pas d'alerte baissière. Je note juste un avalement qui ne me plaît pas trop en daily. On est toujours dans un canal soutenu par le Kijun, la M50 qui remonte, la M50 aussi daily et notre Tenkan daily. Donc pour l'heure, légère dégradation, mais pas de signal baissier alarmant. Donc à suivre dans les prochains jours. Mais en tout cas, je ne change pas mon fusil d'épaule et je reste dans ce plan toujours haussier sur le pétrole. Le light, même constat, ça retombe. Peut-être qu'on va venir chercher voilà, notre oblique. Pour l'instant, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Haut de canal, je vais enlever l'Ishimoku. Supprimer. Voilà.
là, même constat, hein, vous voyez, même 50 qui remonte, bas de canal qui est touché. Euh, Là, pareil, en données daily, pour moi, fallait qu'on clôture, qu'on sorte en haut de la zone pour pouvoir mettre à break-even. Malheureusement, vendredi en clôture, c'est retombé. Et là, pareil, même constat, l'avalement baissier sur zone. Je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan et s'il faut déboucler la position, je n'hésiterai pas à le faire. Voilà. S'il faut déboucler la position en légère perte, plutôt que rester en mode espoir et qu'on aille chercher le stop, voilà, il faut savoir s'adapter. Effectivement, ici, ce chandelier n'est pas très joli. Sur zone, comme je vous disais, je surveille l'oblique et la MM50. Si ces deux éléments sont enfoncés dans les prochains jours, je pense qu'il faudra déboucler la position à légère perte et ne pas rester en mode espoir en se disant le marché va repartir et si c'est pas le cas, la perte est pleine et on se fait stopper. Donc là, il faudra ajuster le plan de trading. Pour l'instant, je note un début de dégradation, mais il faudrait qu'on casse des niveaux de support derrière. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà le plan. Et pour se mettre à BE, j'attendrai une clôture voilà, au-dessus des 110,90. Et TP1, 116. Et TP2, on verra derrière. Le Bitcoin. C'est un peu la débandade sur les cryptos, là aussi. Le bas de canal n'a pas tenu. On n'a eu aucun signal de retournement non plus derrière. Que ce soit en 4 heures en daily. Bon. Je suis un peu tiraillé sur le BTC pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement ce niveau-là ne semble pas tenir. Donc tout porte à croire qu'on va retourner sur les 30 000 $, et donc que le niveau à chercher pour payer, ce sera les 30 000 $, apparemment. Donc ça, c'est, si on regarde le Bitcoin tel quel, effectivement, ce bas de canal semble céder sous la pression vendeuse. Le prochain niveau clé à chercher, c'est le seuil psychologique des 30 000 $. Voilà, c'est le niveau qui a été préservé quand on a eu la première purge. Donc ce serait les 30 000 $. Maintenant, si on regarde les futurs, enfin les CME, on a un beau gap ici. Et donc pareil, je m'attends à ce que ce gap soit comblé. Et qu'on a un peu un piège baissier avant de rebondir. Vous voyez donc là, pour moi, c'est le range aussi. On a un beau gap aussi, ici, qu'on pourrait très bien venir chercher derrière. On n'est pas à l'abri, mais voilà, on a quand même ouvert avec un gros gap baissier sur le BTC. Donc il y a un trou d'air. Et je ne serais pas surpris de voir une réaction du marché. Vous voyez ici la mèche, on était venu pile poil combler ce gap avant de repartir. Donc on a quand même maintenant des... Étant donné que le Bitcoin c'est du Nasdaq, que les institutionnels se sont un peu accaparés ce marché, je regarde attentivement le Bitcoin CME sur les futurs, puisqu'il donne quand même pas mal d'indications. Donc là effectivement, j'ai pas de signal de retournement, donc je ne mettrai pas en place un plan à l'achat, mais si on regarde le Bitcoin, le spot, effectivement, on tente de casser par le bas, mais on a ce joli gap qui pour moi ressemble à un trou d'air et qui à mon avis pourrait être comblé facilement derrière. Donc à surveiller, mais si on est amené à corriger un peu plus vers les 30 000, dans ce cas-là, se positionner vers les 30 000 $, et l'objectif en TP1 sera d'aller chercher le comblement de ce gap. Voilà le plan, si vous voulez mon avis sur le BTC. C'est pour l'instant, c'est trop tôt. On a peut-être un bear trap, en tout cas. Si la baisse est amenée à se prolonger, surveillez les 30 000, et si beau chandelier, comme ici de retournement, sur bas de range, eh bien, payez,
et viser comme TP1 le complément de ce gap. Et derrière, on verra si le marché a suffisamment de force pour aller plus haut. Voilà le plan. Et là, pour l'heure, j'ai absolument pas envie de payer ici. Il y a le gap qui est au-dessus, qui est sur la borne basse du canal, certes, mais même en données 4 heures, rien d'intéressant. Donc l'idéal, voilà, c'est de voir si on a une grosse réaction du marché cet après-midi. Pourquoi pas tenter un achat pour venir combler le gap. Si pas de réaction et que le flux baissier se poursuit, dans ce cas-là, se montrer patient, attendre les 30 000, et en cas de réaction positive, eh bien on visera les 35 000 derrière. Là, vous voyez bien qu'en données 4 heures, c'est ultra baissier. Des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, aucun changement de retournement, on casse les niveaux de support, aucune raison de se précipiter. Je note juste des niveaux techniques avec les CME qui m'intéressent, mais là pour moi on est au milieu de nulle part, le bas de range est en train de céder, sauf si réintégration ce soir, mais pour l'heure, ce qui m'intéresse moi c'est plutôt de me dire, bon, si le BTC doit trouver un point d'appui, et bien que ce soit vers les 30K, et si derrière ça peut rebondir, on a un niveau clé à aller chercher, le trou d'air vers les 35 000 $. L'Ethereum, c'est pareil. Malheureusement, après une fausse sortie par le haut de ce biseau, eh bien, c'est sorti par le bas et on accélère à la baisse. Seul élément intéressant, effectivement, c'est le bas de canal en données 4 heures. Mais c'est un peu maigre. Si vous voulez mon avis, c'est un peu maigre. Quoique, on est couplé à cette petite zone. Effectivement, on a une petite zone ici. Vous voyez, là, c'était la ligne de coup du double creux. On a une zone intermédiaire. Si effectivement, on a quand même une zone intermédiaire sur l'Ethereum, je vais essayer de la tracer convenablement. Pour moi, elle est ici. Voilà. Bon, on a une zone. On a une zone intermédiaire. Potentiellement un bas de range de plus long terme. Mais même constat, j'aimerais un changer de retournement pour mettre en place un plan à l'achat. Et là, en données daily, c'est un peu limite. En données 4 heures, j'ai le bas de canal. C'est le seul élément. J'ai juste cet élément-là, mais c'est pas suffisant pour moi pour se positionner à l'achat. Si on peut continuer à évoluer un peu en crabologie, à longer ce bas de canal, et pourquoi pas derrière former un beau chandelier 4 heures, eh bien le stop est quand même assez facile à placer. Ce sera juste à mettre sous la zone et viser derrière en TP1, TP2, et puis si sorti par le haut, dans ce cas-là, pourquoi pas partir dans un gros range de consolidation. Bon, vous l'aurez noté, on se situe vraiment sur des niveaux importants, que ce soit sur le BTC, les indices, le Forex, les cryptos, mais maintenant il faut un signal. Et là, on ne peut pas se permettre de payer tous les supports à chaque fois que l'Ethereum ou le Bitcoin perd ici 500 ou 1000 dollars et le Bitcoin à chaque fois qu'il perd 3000 dollars. C'est bien beau d'avoir des supports, casser des résistances c'est mieux. Maintenant, sur support, faut un signal. Donc, soit une divergence, soit un chandelier de retournement, soit un gros flux haussier, une bougie impulsive. Et pour l'instant, il nous manque une de ces conditions pour de nouveau rentrer à l'achat sur le marché. On a des zones à surveiller, on les a identifiées, ce sont des seuils d'intervention qui nécessitent un retour de la part des acheteurs, donc du flux, un signal technique selon moi de retournement. Donc affaire à suivre, on est sur une belle zone, effectivement sur l'Ethereum, je suis intéressé par ce niveau-là, mais l'idéal, c'est pas de payer à l'aveugle sur touchette, c'est de rentrer avec une forte probabilité de succès, ce qui signifie attendre, encore une fois, des signaux de retournement haussier. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.